sont des cartes qu'on retrouve en Allemagne, hein. Allemagne, Luxembourg, Pologne, etc. Et des cartes qui sont assez étonnantes, qui reprennent un peu les fameuses séries de Mantegna dont on n'a pas parlé, qui sont des grandes séries qui représentent les métiers, les thèmes mythologiques. Dans les cartes à jouer, on avait aussi des grandes séries de la chasse aussi, parce que le sport, hein, des nobles. Et on a toutes ces séries-là aussi, et on ne peut pas dire que ce soit, il n'y a pas de, c'est précis. C'est une évolution qu'on peut suivre qui est précise, quoi. Vous connaissez les traits régisseurs du duc de Berry? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a moi, par ces choses-là. Comme le battleur, on peut le rapprocher du mois de janvier. Parce qu'ils sont à table, alors c'est une simplification, mais ils sont à table, il y a une cruche, il y a des couteaux, etc. Enfin, et le batteur, comme par hasard, c'est la première carte, c'est la première lame, la première arcane, donc effectivement, ça renvoie au début de l'année. C'était un personnage qui représente on peut trouver des parallèles, et c'est pas étonnant parce que ces gens-là vivaient dans un espèce de symbolisme qui a surtout émergé au XIIIe siècle. Un symbolisme lié au monde animal, au monde, comment on appelle ça, cosmologique, hein, les étoiles, les planètes. Et ce langage et ce symbolisme va se développer, se complexifier et s'interpénètre, hein, quelque part. Mais on ne peut pas, justement, comme l'a fait l'émission de télévision il y a peu sur les tarots, prendre un jeu de cartes du XVIIe siècle, français en plus, tarot de Marseille, appelé tarot de Marseille, et vouloir interpréter cela par une philosophie du XVe siècle. Oui. Non. Voilà. Ça ne va pas. Oui. Par contre, on peut rapprocher des éléments iconographiques. Oui, non, mais justement, c'est ce que je dis là. On va sans cesse retrouver des liens parce que c'est un monde qui s'interprénète. Il baigne un peu dans les mêmes. Alors, c'est un monde qui est pénétré du christianisme, ça c'est certain. Et les grandes peurs, les grands espoirs, hein, de la foi chrétienne. Et à côté de cela, ils ont toute une fascination pour Rome, pour la mythologie. Pour l'Antiquité. Qui révélait dans cette émission, je l'ai vu aussi, avec la posture d'une femme qui représentait, c'est-à-dire une personne de la haute société, certainement, et qui avait le même déhanchement, la même position au niveau du cou, de la tête. Et ils en avaient fait un calque, ils s'apercevaient que c'était calqué quelque part, totalement, presque copié. Mais parce qu'on retrouvait la même courbe au niveau du cou et le même regard. Oui, mais on appelle ça le gothique international. Le gothique international, c'est quoi? C'est tout un style artistique qui était répandu dans toute l'Europe de cette époque-là. Et les artistes, la plupart, regardons Léonard de Vinci, tout le monde connaît Léonard de Vinci, c'est un Italien. Il a vécu en France surtout. Il sera appelé, mais sur la fin de sa vie, il finira les 20 dernières années de sa vie en France, mais il ira à Florence, il ira à Milan, etc. Et beaucoup d'artistes de cette époque-là voyageaient, étaient appelés par des princes dans d'autres cours, etc. Ils s'interchangeaient leurs idées, leurs canevas, leurs projets, ils se copiaient sans le dire, bon, un petit peu, ils s'inspiraient les uns des autres. Voilà, ils s'inspiraient les uns des autres. Et ce qui fait qu'en effet, que dans un palais de Pologne, on peut retrouver ces genres de figures gracieuses, de femmes de cour noblement vêtues, fines, élégantes, avec ses coiffures, qu'on retrouve un peu sur les fresques de la Villa Borromée à Milan, que l'on retrouve en effet à Florence. Mais ce n'est pas Botticelli qui a initié ça. Botticelli faisait ce genre de peinture comme on le faisait chez les Valois en France, comme on le faisait dans les cours de Bourgogne, etc. Donc c'est une surinterprétation de vouloir voir la source
de la question là-bas. Excusez-moi, si je vous comprends bien, vous n'aimez pas l'idée qu'il y ait une source centrale. Vous voulez, enfin, j'essaie de comprendre quelle est votre philosophie derrière ce que vous dites. On a l'impression que, au fond, il faudrait qu'il y ait une pluralité de sources, pluralité de facteurs. Non, je dis bien au contraire. Bien au contraire. Je dis que les cartes à jouer, je suis précis, les cartes à jouer dites de tarot sont des éléments qui sont apparus à une époque donnée dans un endroit bien circonscrit. Oui. Point. Donc, en effet, comme l'art de cette époque-là, inspiré par le gothique international, on va retrouver une iconographie, un graphisme, une symbolique qui se rattache un peu à tout cela. Et en effet, comme tu le disais, Jacques, on peut voir, merci, on peut voir à travers ça, on peut rattacher, on peut retrouver un écho de toute une iconographie, une littérature qui circulait depuis le XIIIe siècle dans toute l'Europe. Mais on ne peut pas interpréter l'un pour l'autre, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, non, parce qu'il y a des... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Pour toi, le tarot constitue un ensemble qui n'existait pas avant en tant qu'ensemble. Ah, c'est pas moi qui le dis. Non, mais peu importe. Voilà, la thèse, c'est que l'ensemble constitué par les cartes du tarot, ensemble cohérent. C'est une création. Voilà. C'est-à-dire que les éléments constitutifs sont préexistés, mais cet ensemble, c'est le tarot qui le représente. Non, pas du tout, je ne dis pas ça. Non, je dis justement que à la fin du XIVe siècle, dans des cours princières d'Italie du Nord, des gens inspirés par tous ces grands cortèges princiers, ces grandes fêtes princières, ces carnavals, ces fêtes qui se déroulaient, alors que les jeux de cartes étaient déjà répandus à l'époque et que certains jeux circulaient, se pratiquaient, dont un jeu très très proche qu'on appelle le Karnoffel, ce jeu-là où déjà les gens nommaient les cartes avec une terminologie de prince, de fou, alors que ces cartes n'existaient pas encore. Ce genre de jeu de cartes a inspiré ces cours princières d'Italie du Nord, certaines de ces cours princières, la cour des Este, la cour des Visconti, a rajouté un certain nombre de cartes qu'ils ont créées par des artistes, des grands peintres, certainement des grands enlumineurs de l'époque. Et forcément, ces grands peintres, ces grands artistes de l'époque sont imprégnés de la culture. Alors, ils ont créé un objet précis à une demande princière précise, et dedans, bien entendu, se reflète toute cette culture qui est la leur. Mais ils ont créé un objet précis à un moment donné précis. C'est ça, un objet précis qui est composé d'un certain nombre de cartes. Voilà. Qui n'existe, cet ensemble cette réunion de cartes, elle n'existait pas en tant que réunion précédemment. Non, c'est ça que je posais comme question. Création. Voilà, c'est ça. Mais elles n'ont pas prétention de vouloir condenser quoi que ce soit. Elles ne condensent pas. C'est le contraire. Parce qu'elles sont une création précise à un moment donné sur un thème précis, particulier, par ricochet, on pourrait dire, elles sont un peu comme le buvard. Comme elles s'imprègnent par les artistes eux-mêmes qui l'ont créé de toute leur culture, inconsciemment. Je dirais qu'il y a un peu dans leur inconscient collectif. Hein. Elles sont imbibées de cela, inconsciemment, bien entendu. Mais elles sont une création particulière à un moment donné, très standardisée. Et ce standard, bon, malgré les vicissitudes et le développement de ce jeu petit à petit, à Bologne, à Florence, l'enlèvement de cartes, le rajout de cartes et l'arrivée de la contre-réforme, le durcissement un peu de la politique religieuse et qui viendra un peu à tempérer le jeu, et bien malgré tout, grosso modo, ce standard ne bougera pas trop. Alors moi, justement, la thèse que je propose, qui n'est pas celle-là, c'est de dire que cet objet dont tu parles, il est lui-même, il reprend un autre objet qui était déjà un ensemble iconographique. C'est-à-dire que ce n'est pas cet rassemblement iconographique, il n'est pas une création, il récupère un ensemble iconographique antérieur.
Ben là, oui, C'est ça la question. Parce que parfois, justement, parce qu'en fin de compte, cet ensemble iconographique qu'est le tarot, il est constitué d'éléments disparates. Enfin, je veux dire d'éléments, c'est-à-dire que ce sont des cartes. Oui. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qui te permet de penser que cet élément iconographique, cet élément qui rassemble des éléments iconographiques, qu'est-ce qui te permet de penser qu'il est original? Non. Moi, je m'appuie, encore une fois, sur cette exposition Ah oui, qui d'accord. a une trentaine d'années, tarot, jeux et magie, par des spécialistes, merci, comme De Police, comme voilà, Tourette, c'est ça. comme Hoffman, des grands historiens d'art, et aussi des conservateurs de musées. De quelle époque 1900, il y a 30 ans. Cette exposition a été en fin 84, début 85, à la Bibliothèque Il y a 30 ans nationale. exactement. 30 ans. C'est une référence. Depuis, au niveau... non, mais je répète, c'est une référence pour tous les spécialistes. Aujourd'hui encore, on n'a pas fait mieux et il n'y a pas eu d'avancée significative. Et là, je suis affirmatif. Je ne suis pas un spécialiste, je ne connais pas tout. Mais il n'y a pas eu d'avancée significative. Il y a eu quelques... pas des découvertes, quelques... voilà... compléments, on a compris mieux certaines choses, etc. Dumet a continué à écrire des articles, De Police continue, et en effet, ils ont apporté certains compléments, mais il n'y a pas de changement sur le fond de ce qu'ils ont présenté. Il y avait plus de 150 jeux, dont au moins plus d'une cinquantaine de jeux anciens du XIVe et du XVe siècle, pas seulement sur le tarot, mais sur la carte à jouer en général. Donc c'est une histoire qui est précise, qui est documentée, qui est chiffrée. Et comme l'exégèse biblique, je dis, ça n'enlève rien. Après, à créer son imaginaire et à utiliser ces symboles, même à les modifier, comme a fait Waite. Mais si on prend par exemple le cas du zodiaque, qui est un autre exemple, c'est un ensemble également de 12 signes. Bon, alors d'où il vient? Alors est-ce que d'où vient quelles sont les sources du zodiaque? Quelles sont les sources du zodiaque justement? Non, mais justement, le problème se pose au niveau de la recherche dans différents domaines. Il y a plusieurs corpus. Voilà. Il y a une astrologie chinoise, indienne, mésopotamienne. Oui, mais... Là aussi, oui, mais écoutez, je n'ai pas besoin qu'on me donne des leçons sur l'histoire de l'astrologie, excusez-moi. Donc, ce qui me... Merci quand même. Mais ce qui me paraît important, c'est de se demander... Parce qu'il y a deux questions différentes. Il y a l'histoire du zodiaque en tant qu'ensemble déjà constitué. On peut faire des bouquins entiers sur l'histoire du zodiaque. Mais ça ne renvoie pas à la question de la genèse du zodiaque. Il y a deux questions différentes. Une fois que le symbolisme zodiacal est constitué, est institué, on peut voir on peut étudier toutes sortes de variantes de cet ensemble. Mais la question qui vient en amont, c'est d'où vient cet ensemble? D'où est-il issu? C'est ça. Perdu dans la nuit des temps. Mais non, mais là, justement, Alors avec des réflexions de ce genre, on va loin. perdu dans la nuit des pour temps. moi, ça me tend une perche. Enfin, je dirais que le zodiaque, c'est une réalité cosmologique. Hein. Voilà. Il y a des ensembles planétaires que les hommes ont contemplés et puis que petit à petit ils ont ordonnés d'une certaine façon. Mais là aussi, il en va de même. Hein. C'est les hommes de cette époque-là, du XVe siècle, avaient des pratiques de fêtes, de processions, de triomphes. Voilà. Ils organisaient et ils les ont simplement mis en images et en jouant à ce jeu, puisque c'était avant toute chose un jeu de nobles au départ. Le tarot, c'était des cartes coûteuses, réservées à une élite au départ. Eh bien, en jouant à ce jeu-là, ils se faisaient plaisir eux-mêmes. Hein. Ils rejouaient un peu leurs fêtes, leurs parades, ils revoyaient sur leurs cartes ces belles dames, ces joutes, ces choses-là. Alors, sur ce point... Après, en effet, qu'on est plus au XVIIe siècle, et par la suite, c'est l'histoire de l'occultisme, greffé une pensée, un imaginaire, une réflexion, pourquoi pas? Mais on peut dire l'inverse. C'était un peu jeu de rôle à travers ça, effectivement. Énorme. Je suis soldat, j'ai un valet. Enfin, Absolument. Je pense qu'il y avait tout un protocole, c'était Mais on peut inverser le raisonnement. On peut dire que sur la base de cet ensemble symbolique, on a projeté des pratiques existantes. Hein. Donc il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le signifiant lui-même, c'est-à-dire la forme de l'image, et ce qu'on y met. Et ce qu'on y met, ce qu'on y met, même si c'est
plus ancien au niveau des pratiques culturelles, ça peut être quelque chose qui est postérieur. Enfin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils lisent ces cartes à travers leur propre vécu. Oui. Donc ces cartes ne sont pas influencées en tant que telles par ce vécu. Ces cartes, elles canalisent ce vécu, c'est-à-dire qu'elles sont marquées par ce vécu. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien dire que, par exemple, prenons un cas. Imaginons, par exemple, qu'on vous propose une vingtaine de cartes. Et on va dire, qu'est-ce qu'on va interpréter ? On peut très bien projeter sur ces cartes des pratiques actuelles. Donc ça n'est rien, c'est un autre problème. La façon dont on va interpréter ces cartes, on peut interpréter ces cartes, mais ces cartes elles-mêmes sont la base sur laquelle on va bâtir cette interprétation. Bien sûr, oui. Non, mais oui, ça, je suis d'accord. Donc, le problème des symboles. Hein. Il y a des symboles, par exemple, si on fait 2 triangles point contre point, si vous les regardez dans le monde de l'hydraulique ou dans le monde de l'électrique, de l'électronique, c'est pas la même chose. Hein. Pourtant, c'est le même symbole. Ben oui, aujourd'hui, lui, par exemple... Avec un triangle à l'intérieur, en chauffage, c'est une pompe. D'accord. Voilà. Et dans d'autres domaines, ça va être autre chose. Voilà. Bon, là, c'est rendu matériel. Mais même dans le matériel, ça existe. Alors, imaginez dans des choses plus subtiles de concepts, etc. Alors là, on peut brasser très large. Hein. Et n'empêche, il y a quand même des usages qui font que... C'est-à-dire qu'il y a 2 questions. C'est-à-dire si les images qui peuvent effectivement traverser, etc., peuvent faire l'objet à différentes époques de projections qui sont liées à un certain état de la société. Mais ce n'est pas l'état de la société qui est à l'origine de ces images. Et les deux en interaction. Ouais, c'est le La symbolique société et la réelle. utilise quelque chose, elle injecte un contenu sémantique dedans, qui est récupéré derrière, à travers. Et donc il y a une évolution continue, je veux dire. C'est comme le hard et le soft. Ils s'influencent. Signifiant, constamment, signifié. Ou l'in ou l'acquis, ou tout ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est vraiment le principe. Mais pour Il y a toi, pas la Jodorowsky génération est un de- petit peu un imposteur ou... Non. Non. C'est... Ah, on vient vous chercher. Non, pas du tout. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Waite, le Rider Waite. Arthur, oui. Hein, c'est ce jeu de cartes anglo-saxon qui est très répandu dans la voyance, qui a été créé par cet occultiste, Waite, au 19e siècle. Oscar Paradis, la suite. Non, ouais, W-A-I-T-E, c'est Non. début du 19e, Ouais, début du 20e siècle. Voilà. Et peut-être une erreur de date de ma part, fin 19e, début 20e, peut-être. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au fait que le Rider Waite, le jeu qui a été créé à ce moment-là, a été créé de toutes pièces. Et il affirmait à l'époque lui-même qu'il n'en avait rien à faire de l'historicité des choses. Il voulait créer pour l'occultisme un support de voyance, un outil pour l'imaginaire, etc. Je crois qu'il a corrigé l'ordre des cartes d'ailleurs. Oui. Il a modifié, il a permuté. Mais par contre, ils se sont avec Pamela Smith, la graphiste qui a travaillé, ils ont réutilisé certains tarots anciens. Au revoir, salut. Ouais. Ils ont réutilisé certains tarots anciens d'Italie. Oui. Oui, pour certains de leurs cartes de points. Donc ils ont fait ça sérieusement, disons. Oui. Alors en fait, il y a une interpénétration de l'ancien qui est revenu dans ce tarot moderne. Alors Jodorowsky, moi, j'ai énormément de respect pour lui et tout ça, mais c'est pas moi qui le dis. Je me base moi sur le côté de l'histoire de l'art, sur des gens sérieux, documentés et autres, comme je l'ai dit, par rapport à cette grande exposition, à ces grands spécialistes. C'est comme l'exégèse biblique. Moi, ça ne m'enlève rien à ma spiritualité, le fait qu'on me dise, bon, bah, vous savez, l'Ancien Testament, la Genèse, par exemple, ça n'a pas été écrit par Moïse. C'est un livre où on voit 4 rédacteurs successifs. Je respecte ça très très bien, et ça me va. Et ça ne m'enlève rien que l'ensemble du texte et l'inspiration qu'il me donne, il est là pour moi. Voilà. Donc, ça ne m'enlève rien. Me dire qu'il y a des historiens de l'art qui me disent que précisément c'est un jeu qui est originaire du 15e siècle, n'enlève rien, parce que je l'aime moi aussi pour une réflexion spirituelle, philosophique, voire de voyance.
et qu'on les recrée, même qu'on les adapté un petit peu plus près de l'imaginaire ou de nouveaux symboles comme l'a fait Wade, comme l'a fait Jodorowsky, pourquoi pas? Mais ce qui m'ennuie, c'est que parfois Jodorowsky voudrait prétendre à une certaine historicité. Oui. Et là, je ne suis pas d'accord. Enfin, pour moi, c'est égal en fait. Mais je vois très très bien que là, il va contre l'histoire. Et là, c'est un petit peu forcer les choses pour se donner peut-être une valeur ou une importance. Bon commercial. Ouais. Voilà, c'est un peu commercial, mais c'est un gros défaut et qui prête, enfin, ça porte préjudice. Que par exemple, on a écrit le Da Vinci Code, très bien, mais il y a une certaine tendance aujourd'hui qui voudrait prétendre que le Da Vinci Code c'est de l'histoire. Non, c'est une histoire de l'imaginaire qui est très valable, qui est très belle, qui m'inspire énormément, qui fait aussi une réflexion philosophique sur la mission de Jésus, par exemple. En effet, Jésus venait-il pour mourir sur la croix? Beaucoup aujourd'hui ne pensent pas que ça soit ça. C'est plus une fin tragique qu'une destinée, hein, voilà, qu'une volonté première. Beaucoup de gens pensent à ça. Et c'est le grand mérite de ce livre, de soulever cette question-là. Il a été aussi loin que Katanzakis, qui lui, allait même jusqu'à faire une nuit d'amour du Christ. Bon là, il a peut-être poussé un peu le bouchon noir. Et certains vont dire, mais c'est de l'hérésie. Bah, voilà. Peut-être Jodorowsky, quelque part, va un peu loin, mais il ne faut pas qu'il prétende que ce soit de l'histoire. Par contre, et le travail qu'il a fait... Quand il prétend que c'est de l'histoire, ça l'affaiblit en réalité. Voilà. Mais par contre, ce qu'il a fait, il a fait un énorme travail de redonner de la forme au Marseille, en quelque sorte, de faire des recherches sur les anciennes versions. Voilà. Moi, je dis c'est super, quoi. Et son jeu a seulement de dire que ce soit le jeu, et pire encore, le jeu historique, non. Preuve à l'appui, c'est un jeu qui date du 16e siècle, en gros en France. Et surtout, le XVIIe siècle, c'était ça. Qui peut se prétendre le jeu, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, mais moi, ça m'est égal à la limite. Hein. Je suis pas spécialiste non plus. J'imagine aisément qu'il y avait un certain nombre de familles aisées qui avaient leurs artistes qui sont censés faire leur jeu à eux, et puis qui ont donné des petits, et puis qui... Oui. Voilà. Ah bah, il n'y a pas un jeu... J'ai montré quelques cartes justement du XVe siècle, on voit, pas mal de petites... Voilà, mais il y a des petites... Ils adoraient, certains à l'époque, rajouter des messages subliminaux, là, sur la carte de l'amoureux, on voit les armes de Savoie et des Milan, par exemple, quand il s'agissait de faire un jeu pour célébrer le mariage de la nouvelle petite princesse de Savoie avec le duc de Milan. Il y avait tout un code, hein, à cette époque-là, chacun en rajoutait un petit peu. Et en plus peut être compris de travers par le siècle d'après, réinterprété absolument, autrement. Absolument. Voilà. C'est là où il y a une évolution continue. Absolument. Le pattern était un petit peu là, mais... Dans les grandes lignes. Voilà. Parce que même le nombre de tarots, là, justement, on a parlé des vertus théologales et des vertus cardinales, hein, celle d'Aristote et celle voilà, théologale, comme on dit. Ben, certains jeux des Visconti ont certaines cartes qui représentent les vertus théologales, alors que les autres ne les ont pas. Voilà. Et certains mettent, au lieu de mettre des cavaliers et des pages, ils mettent des dames à cheval avec des dames de compagnie. Chacun en rajoutait un petit peu. Enfin, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mon cher Yves, mais tu as une certaine philosophie, tu as une certaine conception de l'épistémologie de l'histoire qui peut être contestée. Parce qu'effectivement, parce que finalement, toi, tu défends une histoire traditionnelle, c'est-à-dire, voilà, à telle époque, on peut retrouver tel document. Mais c'est... Je me suis fait l'écho d'un certain nombre de personnes reconnues dans le domaine. Non, mais je ne parle pas uniquement du tarot, je parle de ta... Oh, tu ne parles pas, quand tu parles du tarot, tu ne parles pas que du tarot, tu parles aussi d'une certaine philosophie de l'histoire. Parce que finalement, quand tu dis ceci est valable, ceci n'est pas valable, c'est au nom d'une certaine conception de l'histoire et de la recherche historique. Oui, moi, donc, j'écoute ce que m'ont dit des conservateurs de musées, des historiens d'art. Non, mais je veux dire qu'il y a une philosophie derrière ça. Alors la philosophie qui consiste à dire, du moment, voilà, le document le plus ancien, voilà, on va chercher le document le plus ancien ou le plus... Bon. Or cette conception-là, elle est contestable, parce qu'en fin de compte, on sait très bien qu'il y a des choses qui disparaissent. Tout ce qui a existé historiquement ne nous a pas été conservé. Bon. Non, mais même, je veux dire que de toute façon, il ne faut pas idéaliser la...
Voilà. Des gens qui parlent de quelque chose. Voilà. Donc il faut. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc il peut y avoir à un moment donné l'historien qui arrive à certaines conclusions spéculatives. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire apparaître le document en tant que tel, mais il peut considérer que ce document a pu exister et a dû exister. Et ça c'est une autre façon de travailler. Voilà. Donc là, ce que tu représentes, c'est une conception un peu traditionnelle de la recherche historique qui consiste à dire, ben voilà, on va chercher le document le plus ancien, c'est forcément celui qui prévaut, alors que dans certains cas, des documents... Moi, par exemple, parce que je vais parler de Nostradamus. Alors, dans certains cas, il y a parfois des éditions plus tardives qui sont en réalité plus anciennes. C'est-à-dire que le moment où ils apparaissent ne correspond pas forcément au moment où... etc. On peut très bien imaginer, on a eu le cas avec le zodiaque de Dendera, il peut y avoir des documents extrêmement anciens qui réapparaissent dans un cadre tardif, mais qui n'en sont pas moins anciens. Alors on va dire, c'est récent. Non, c'est récent au niveau du cadre tardif, mais en fin de compte, ça renvoie à des documents beaucoup plus anciens. Donc il faut pas être trop naïf dans ce domaine-là. Il peut y avoir des choses, même Jodorowsky peut très bien découvrir par une approche archéologique du document des éléments qui sont intéressants sur le plan historique. Même s'il n'a pas accès à tel et tel élément historique en tant que tel, le passé, il est dans le présent. C'est-à-dire que tout ce qui nous parvient peut faire l'objet d'une recherche archéologique et historique et faire apparaître des éléments qui ne sont même pas conservés à l'époque, etc. Donc il faut quand même, excusez-moi, mais il faut quand même être un historien qui n'a pas une certaine démarche spéculative, qui n'est pas capable d'arriver à... Le travail de l'historien, comme dit effectivement, le travail de l'historien exige un certain nombre de logique, un certain type de raisonnement, et c'est pas uniquement l'historien qui dit « Ah, il y a ça, on a trouvé ça, etc. » Ça va beaucoup plus loin, le travail. Et d'ailleurs, ça passe par le structuralisme, ça passe par la recherche, parce que c'est le problème du diachronisme et de la synchronie. L'exigence structurelle peut faire apparaître des états très anciens au niveau historique. Donc il faut être beaucoup plus prudent que ça. On peut très bien imaginer quelqu'un qui va faire un travail sur le tarot de Marseille, à la limite, et qui va faire apparaître des structures dans le tarot de Marseille qui sont en réalité des traces de quelque chose d'extrêmement ancien. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire il travaille sur des trucs récents. Donc c'est là que je ne suis pas d'accord, Jacques. Je suis content de l'entendre dire, justement, parce qu'il faut que chacun... il faut tomber les masques. Par exemple, pour ce qui est de l'anthropologie, aujourd'hui, enfin, on a encore aussi beaucoup de théories. On n'a pas retrouvé tous les squelettes, on n'a pas retrouvé toutes les choses. Yves Coppens, le premier, il a révisé son jugement sur le Rift Valley, avec les singes de droite de gauche qui sont passés à droite, et qui n'avaient plus de bananes et qui se sont mis à réfléchir, etc., etc. Il est revenu sur ces choses-là. Mais globalement parlant, l'anthropologie, on a quand même des grandes lignes générales. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, et on a quand même en pointillé une grande histoire de l'humanité qui est un petit peu définie. Et par rapport à ce domaine de l'histoire de l'art... C'est pas tout à fait pareil que l'anthropologie. Des cartes à jouer, oui. Je dis bien, qui sont avant toute chose des cartes à jouer, des éléments qui appartiennent à ce domaine du jeu, eh bien, on a des choses qui sont des grandes lignes, bien entendu, qui sont datées, chiffrées, marquées. Alors, il y a encore des pointillés, il y a encore des interrogations. Et d'ailleurs, des chercheurs, et je l'avais évoqué, comme Kaplan, ont bien montré que beaucoup de ces affirmations, de certains spécialistes d'ailleurs, étaient erronées, mauvaise lecture du latin, copie dans une copie, etc., qui finalement on ne retrouve plus ou qui n'existe pas, enfin, etc. Il y a des petites nuances. Mais la grande histoire de l'humanité, la grande histoire des cartes à jouer, sont une chose qui aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, est connue dans ses grandes lignes. Et le tarot de Marseille, point barre, il apparaît 16e siècle en France, il a une source transalpine, qui est déjà avec un standard codifié, et il y aura une résurgence au XVIIe siècle, 17-18e siècle, avec deux branches,
la branche occultiste et la branche du tarot traditionnel, moderne, laïque. Oui, mais on revient à la question, quelle est la source de cet objet en question? Mais non, non, toi tu considères que c'est la source de la source. Quelle est la source de cette source? Mais cette source-là, je me tue à te le dire, enfin, c'est des historiens. Ah oui, d'art. d'accord, mais moi je ne travaille pas de seconde main. D'accord, allons-y. Non, Oui. Ces historiens d'art, comme Dumet, Oui. comme Pauly, C'est leur problème. qui sont des pointures. Non, mais il y a 30 ans, il y a eu la recherche Non, a avancé, contrairement à ce que tu dis. Dumet est toujours vivant. Et c'est pas de raison, Dumet, il est décédé mais, en 2011. C'est pas parce que quelqu'un est toujours vivant que son travail est toujours valable. Les deux polices continuent à écrire, à rédiger Oui. des articles. Il y a des institutions internationales qui gèrent toutes ces choses-là, Oui. je suis désolé. Non, mais Non, mais on ne peut pas dire donc n'importe quoi. Et cette histoire, même depuis 30 ans, elle a apporté quelques compléments. Et c'est comme l'anthropologie, on a une grande ligne maintenant qui est claire et nette. Et l'origine de tout cela, elle est transalpine. Elle est dans ces cours de Ferrare, des Este, des Visconti. alors il n'y a pas d'origine, il n'y a pas un état antérieur, il n'y a pas un état, il n'y a pas un état, il n'y a pas un état antérieur à ça. Il n'y a rien, il n'y a Bon. aucune existence. Et Parce que les cartes à jouer ont une existence à la fin du XIVe siècle. Et tardivement, à 20 ou 30 ans après, on a le début de cette apparition de cartes d'atout qui sont surajoutées à ce jeu Oui. existant. Et c'est tout. Et Eh ben, la question, d'où viennent, mais je l'ai dit, de toute façon, tu ne veux pas écouter, c'est le calendrier et compose des bergers qui étaient à la source de ces 22 arcanes majeures. C'est ça la question. C'est une théorie. Non mais c'est pas la mienne. Comment moi je suis un des spécialistes du tarot. Je suis désolé. J'ai publié d'ailleurs en 93 un livre qui est très reconnu qui s'appelle Histoire de que tu apparemment que tu connais pas sur. Non. Bon alors donc finalement non mais c'est une mais ce que dit De Pauly aussi c'est une théorie. Alors si on me parle de théorie, tout le monde dit des théories. Non, c'est pas des théories. Mais si, Non. il croit que ce qu'il a dit, c'est le point de départ. C'est une théorie de dire que c'est un point de départ. Quand quelqu'un dit que quelque chose est un commencement, c'est une théorie de dire que c'est un commencement alors que ça n'est pas un commencement, on est d'accord là-dessus. Et la recherche historique consiste à dire ce que vous croyez être un commencement n'est pas un commencement. Il y a eu un état antérieur à celui-là. Ouais, bah alors là, après, tout est possible. Quoi. Ouais, je sais pas, tu as fait une thèse de doctorat d'État, en histoire, tu es un historien d'histoire. Je me suis contenté. Non, mais je te pose la question. Je maintiens et je continue, moi, de m'appuyer uniquement sur des choses d'histoire de l'art, de conservateur de musée, parce que j'ai un travail de pour seconde main. Ma connaissance personnelle des choses, c'est la meilleure source. Bon. Après, en effet, il y a une histoire de l'imaginaire. Oui. Il y a Mais des c'est pas une question d'histoire de l'imaginaire, c'est une question de l'histoire du tarot. Je respecte, hein, mais... Oui, à bientôt. Merci.